Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander, c'est où je suis né, et à quoi ça a ressemblé ma saloperie d'enfance, et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir, et toutes ces conneries à la David Copperfield. Mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. Bah vous le voyez comment, Salinger? Bah, je sais pas, physiquement? Ouais. C'est qui, quoi, d'abord? Moi, je pense que c'est quelqu'un de très sage, assez grand, assez fort, et qui a atteint ce qui est très spirituel, très, je sais pas, Moi, je le vois très comme cool, très. Moi, je le vois comme quelqu'un à qui l'adolescence a énormément marqué. Et c'est une période dont il se souvient, mais de façon très forte. Et justement, moi, je me demandais justement quand est-ce qu'il avait écrit La Trappe-Cœur, si c'était juste après son adolescence, vers 15-16 ans, ou si c'était vers 30 ans quand il a commencé sa carrière d'écrivain. Et c'est justement à partir du moment où on se pose cette question, ça montre que l'âge de Salinger, ce qu'il est devenu, ça nous passe un peu au-dessus et c'est pas quelque chose dont on se préoccupe, je crois. Au diable les portraits complets. Je ne pourrais pas supporter d'être accusé de ne rien laisser à l'imagination du lecteur. Mon rêve, c'est un livre qu'on n'arrive pas à lâcher. Et quand on l'a fini, on voudrait que l'auteur soit un copain, un super copain. Et on lui téléphonerait chaque fois qu'on en aurait envie. Mais ça n'arrive pas souvent. C'est un sentiment qu'on a pour beaucoup d'auteurs, mais dans La Trappe-Cœur, Holden répond à beaucoup de questions qu'on pourrait se poser sur l'auteur. Je sais pas, Je pense que quand on lit le bouquin, on fait totalement abstraction de Salinger parce que d'abord parce que Holden parle à la première personne, donc du coup il nous alerte et c'est plus du tout Salinger dont il est question, mais c'est le personnage principal, c'est-à-dire Holden. Et donc en fait téléphoner à Salinger, je crois pas que ça soit quelque chose dont on a envie. Bah, c'est le sentiment, on a un peu un sentiment aussi d'autobiographie. Un truc qui me tue. Je suis toujours à dire enchanté d'avoir fait votre connaissance à des gens que j'avais pas le moindre désir de connaître. C'est comme ça qu'il faut fonctionner si on veut rester en vie. Je sens que les adolescents, on a la clé on a une clé que des adultes n'ont pas. Et l'enfant surtout. L'enfant surtout. Et que je pense qu'on a la clé de la vie et que Salinger il l'a eu et il veut la garder. Et je pense que vous les adultes vous avez perdu quelque chose. Que nous on a des réponses à beaucoup de choses que vous pouvez peut-être pas donner. Les filles c'est comme ça, même si elles sont plutôt moches, même si elles sont plutôt connes, chaque fois qu'elles font quelque chose de chouette on tombe à moitié amoureux d'elles et alors on sait plus où on est. Les filles, bordel, elles peuvent vous rendre dingue. Comme rien, vraiment. J'étais vachement en avance au rendez-vous, aussi je me suis assis sur une de ces banquettes de cuir près de l'horloge dans le hall, et j'ai regardé les filles. Pour beaucoup de collèges, les vacances avaient déjà commencé. Il y avait bien 1 million de filles, assises ou debout, ici et là, qui attendaient que leurs copains se pointent. Filles croisant les jambes, filles croisant pas les jambes, filles avec des jambes du tonnerre, filles avec des jambes mochetingues, filles qui donnaient l'impression d'être extra, filles qui donnaient l'impression que si on les fréquentait, ce seraient de vraies salopes. C'était comme un chouette lèche-vitrine, si vous voyez ce que je veux dire. En un sens, c'était aussi un peu triste, parce qu'on ne pouvait pas s'empêcher de se demander ce qui leur arriverait à toutes ces filles. Lorsqu'elles sortiraient du collège, je veux dire. On pouvait être sûr que la plupart se marieraient avec des mecs complètement abrutis. Des mecs qui se vexent comme des mômes si on leur en met plein les narines au golf, ou même à un jeu stupide comme le ping-pong. Des mecs terriblement radins, des mecs qui lisent jamais un bouquin, des mecs super casse-pieds. Tu crois que si tu avais un jour Salinger devant toi, tu serais totalement à même de lui faire part de ce que tu vis, parce que lui n'a pas perdu. Oui, bien sûr. Ah ouais, tu crois que si tu le rencontrais, tu serais totalement à l'aise, comme tu pourrais parler à un copain. Ah mais totalement, je sens qu'il me comprendrait. Mais justement, et le fait que Holden nous fasse tant de confidence, c'est qu'il a confiance en nous et c'est ça qui m'a aussi beaucoup touché, c'est de me dire qu'on faisait partie de ses amis et qu'on pouvait se considérer comme un proche de Holden, parce que
on sait ce qu'il vit et il nous confie des choses très intimes. Et donc c'est très... C'est très réjouissant, c'est très réjouissant de savoir ça. Et de s'imaginer ça, qui nous aime, qui nous aime bien. Bon. Je me représente tous ces petits mômes qui jouent à je ne sais quoi dans le grand champ de seigle et tout. Des milliers de petits mômes, mais personne avec eux, je veux dire pas de grandes personnes, rien que moi. Et moi, je suis planté au bord d'une saleté de falaise. Ce que j'ai à faire, c'est attraper les mômes s'ils approchent trop près du bord. Je veux dire, s'ils courent sans regarder où ils vont, moi je rapplique et je les attrape. C'est ce que je ferai toute la journée. Je serai juste l'attrape-cœur et tout. D'accord, c'est dingue, mais c'est vraiment ce que je voudrais être. Seulement ça. D'accord, c'est dingue. Il nous ment pas parce qu'il utilise tout le temps les mots dont il a envie, il essaye jamais de nous impressionner. Et c'est dans ce sens-là où je pense qu'on n'aurait jamais envie de... On n'a pas l'impression qu'il nous ment et donc on n'a pas, nous non plus, on n'a pas envie de lui mentir. Enfin, je sais pas très bien comment on pourrait lui mentir, mais... Si, moi je vois très bien comment on pourrait lui mentir. Vas-y. Enfin, disons que j'ai toujours senti qu'il y avait un échange entre Holden et moi. Et donc, ça a pris un tel point que j'ai peur j'ai peur qu'il me voit et qu'il se dise, bah, en fait, il m'aime absolument pas et ce bouquin, enfin ce que je lui ai dit, il s'en fout. Et c'est dans ce sens que je respecte et que je... Ce qui était extra dans ce musée, c'est que tout restait toujours exactement pareil. Il n'y avait jamais rien qui bougeait. Vous pouviez venir là 100 000 fois et chaque fois, cet Esquimau aurait tout juste réussi à attraper ces deux poissons. Les oiseaux seraient toujours en route vers le sud. Les deux cerfs, avec toujours leurs beaux bois et leurs pattes fines, boiraient toujours dans la mare. Et cette sco au sein nu tisserait toujours la même couverture. Rien ne serait différent. Rien excepté vous. Vous seriez différent. Certainement pas beaucoup plus vieux, vous seriez juste différent, c'est tout. Cette fois-ci, vous auriez un manteau, bien le gosse qui vous donnait la main la fois précédente aurait la scarlatine et on vous aurait attribué un nouveau compagnon. Ou bien ce serait une suppléante qui serait en charge de la classe à la place de Miss Egeltinger. Ou vous auriez entendu vos parents se disputer très fort dans la salle de bain, ou vous seriez juste passé dans la rue, près d'une de ces flaques avec dedans des arcs-en-ciel de mazout. Je veux dire que d'une manière ou d'une autre, vous seriez différent. Je peux pas expliquer. Et même si je pouvais, je suis pas sûr que j'en aurais envie. Quand je fermais le livre, Ouais. c'était... Enfin d'ailleurs, je l'ai fermé qu'une fois le livre. Donc... c'était d'elle faire fourbon à Holden, enfin, et se barrer et le laisser dans sa... Moi justement, j'étais pas comme laisser ça. se débrouiller, quoi. Et donc c'était un peu... Moi, je crois que j'étais totalement dans son registre. C'est-à-dire qu'on disait, il voit tout le monde et il fouille pas. Et moi, quand je le fermais, d'habitude, quand je ferme un bouquin, j'aurais tendance soit à être déçue, soit parce que... Là, je le fermais, mais je fermais pas sa vie. Enfin, je fermais pas ses confidences. Je restais... J'avais l'impression qu'il continuait à vivre, j'avais l'impression qu'il continuait à explorer un peu. Mais j'étais même... C'est étrange parce que... Tu vivais même quand tu le voyais pas. Ouais. Mais ouais, c'est ça qui est sublime. J'étais même pas déçue. Voilà, Tu vois, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est génial. C'est que... Voilà, Et quoi, c'est pour ça qu'on a envie de garder un œil sur lui. Se dire, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Est-ce qu'il va rencontrer encore une nouvelle personne? Le taxi que j'ai pris était un vieux taco qui sentait comme si on avait dégueulé dedans. Si je vais quelque part tard le soir, c'est toujours dans un de ces trucs vomitifs. En plus, dehors, c'était tout calme et vide, spécialement pour un samedi soir. Je voyais à peu près personne dans les rues. Juste, de temps en temps, un mec et une fille qui traversaient au carrefour en se tenant par la taille, et un petit groupe de loupards avec leurs copines. Tous se marrant comme des baleines pour des trucs sans doute même pas drôles. Tu parlais tout à l'heure de Bible. Ouais. Tu disais que l'attrape-cœur te faisait un peu penser à une Bible.
Dans quel sens tu sais ça? Disons que je... non, disons que je vois dans la trappe-cœur quelque chose qui englobe le monde, et qui... c'est aussi l'Amérique, c'est que le moindre détail, enfin, parle à tout le monde et parle à l'univers entier. Et donc dans ces 3 jours, c'est la vie qui est passée, qui est passée enfin, Holden a vu l'univers dans ces 3 jours. Et New York aussi, ça aide beaucoup parce que New York, New York, c'est un endroit terrible. Quand quelqu'un se marre dans la rue, ça s'entend à des kilomètres. On se sent tout seul et misérable. On pourrait peut-être faire le rapprochement avec le titre du bouquin. Le titre du bouquin, enfin, ça s'appelle La Trappe-Cœur. Donc, elle attrape les cœurs. Je crois qu'en fait, les cœurs, peut-être qu'en fait, la plupart des lecteurs ont notre âge, mais peut-être qu'effectivement, ils réveilleraient chez des gens déjà plus âgés quelque chose d'assez fort. Il attraperait justement le cœur de pas mal, quoi. Je crois qu'il a attrapé le nôtre. Et peut-être qu'il... Enfin, le titre concrètement, c'est expliqué quand il dit il faisait comme font les gosses, comme s'il marchait sur une ligne bien droite, et tout le temps il arrêtait pas de fredonner. Je l'ai rattrapé, j'ai entendu ce qu'il chantait. C'était ce truc, si un cœur attrape un cœur qui vient à travers les... Une famille marchait devant moi, des gens qui sortaient de l'église, c'était visible. Le père, la mère et un petit gosse dans les 6 ans. Ils avaient l'air plutôt pauvres. Le père portait un de ces chapeaux gris perle que portent les pauvres quand ils se mettent en frais. Lui et sa femme avançaient en bavardant, sans surveiller leur gosse. Le gosse était impec. Au lieu de marcher sur le trottoir, il se baladait dans la rue, mais tout près du bord du trottoir. Il faisait comme font les gosses, comme s'il marchait sur une ligne bien droite, et tout le temps, il n'arrêtait pas de fredonner. Je l'ai rattrapé et j'ai entendu ce qu'il chantait. C'était ce truc, si un cœur attrape un cœur, qui vient à travers les seigles. Il avait une jolie petite voix, il chantait comme ça pour lui tout seul. Les voitures passaient en vrombissant, les freins grinçaient tous azimuts, ses parents faisaient pas attention, et il continuait à longer le trottoir en chantant « Si un cœur attrape un cœur, qui vient à travers les seigles ». Alors je me suis senti mieux, je me suis senti beaucoup moins déprimé. Et tu vois, rien que... Regarde là, Un jour rêvé pour le poisson banane, la première nouvelle. Il y a une scène que je trouve très très belle entre donc le mec là et la petite fille, très forte. Et quelques lignes après, l'homme se tue. C'est-à-dire qu'il y a toujours un paradoxe entre la beauté, etc. et on retourne dans l'ombre. Et ça se fait beaucoup plus ressentir dans Franny et Zoé et les nouvelles que dans La Trappe-Cœur. Tu vois, là, il fait poisson banane. Alors, nous, on a le sourire aux lèvres, le poisson qui mange les bananes, etc. Je trouve que c'était très joli. Et à la fin, on voit, il sortit le chargeur, l'examina et le remit en place. Il arma le revolver. Ensuite, il vint s'asseoir sur le lit inoccupé, regarda la jeune femme, ajusta l'arme et se tira une balle dans la tempe droite. Tu vois, c'est tout le temps... Dehors, elle partit à grands pas vers Lexington Avenue pour prendre son bus. Entre la 3e avenue et Lexington, elle chercha son porte-monnaie dans sa poche et trouva la moitié de sandwich. Elle le sortit, elle baissa le bras pour le laisser tomber dans la rue, mais en définitive, elle le remit dans sa poche. Quelques années auparavant, elle avait mis 3 jours à se débarrasser d'un poussin de Pâques qu'elle avait trouvé mort dans de la sueur au fond de sa corbeille à papier. Désolé, c'était peut-être en fin de compte le côté sombre de La Trappe-Cœur. Ouais, moi je pense. Et là encore, c'est les conséquences. C'est les conséquences d'une adolescence mal vécue, qui s'est mal passée. Malgré tout mon bon sens, je suis persuadé que quelque part, tout près d'ici, peut-être dans la première maison en bas de la rue, un bon poète est en train d'agoniser. Tandis qu'en même temps, tout près de chez moi aussi, une jeune fille est en train de se faire tirer une bonne pinte de pu de son joli corps. Tu comprends, je ne peux tout de même pas passer mon temps à être dans des alternatives de chagrin et de rire débridés. Alors je choisis de sourire.
Franny, elle a été toute sa vie une petite fille qui, comme beaucoup de jeunes comme moi ou comme plein d'amis à moi, qui rêvent du métier d'acteur, qui rêvent tu vois, de s'extérioriser grâce au théâtre. Et on a l'impression que, tu vois, et qu'elle a besoin des autres, elle a besoin de son frère qui lui dise mais regarde-toi, t'es génial, t'as fait des choses super. Il lui dit d'ailleurs, mais je t'ai vu, je suis allée te voir au théâtre et je t'ai trouvé fantastique. Et à ce moment-là, tu vois, d'ailleurs, je sais pas si je peux le retrouver, mais après ça, elle se calme, elle lui parle de façon plus gentille, tu vois. On a l'impression qu'elle a besoin des autres. Comme nous, on aurait besoin des autres, elle a besoin de son frère pour la réconforter et elle va mieux. Tu vois ce que je veux dire? Elle se fait du souci parce que son amour pour moi va et vient, apparaît et disparaît. Elle met en doute sa réalité parce qu'il ne lui donne pas le même plaisir solide qu'un chaton lui donne. Dieu sait que tout ça est triste. La voix humaine conspire tout le temps à décrier tout ce qui est sur Terre. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas laissé complètement tomber la section théâtrale avec, par hasard? Franny fit ci de la tête et puis une gorgée de lait. Ben attendit qu'il eût mâché et avalé son escargot, puis il dit: mais pour quelle raison? Je pensais que ce sale théâtre était ta seule passion. C'est à peu près la seule chose que je t'ai entendue. J'ai laissé tomber, c'est tout, dit Franny. Ça commençait à me gêner. Je commençais à me prendre pour une sale égoïste, une sale égocentriste. Elle s'interrompit pour réfléchir. Puis je sais pas, ça semblait tellement de mauvais goût de vouloir avoir les premiers rôles. Je veux parler de mon ego. Et je me détestais tellement quand je jouais, après la pièce, en coulisses. Tous ces égos qui courent dans tous les coins, tous ces égos pleins de charité et de sympathie pour moi. Embrasser tout le monde, et me balader partout avec le maquillage des autres sur la figure. Essayer d'être amical et très naturel quand vos amis viennent vous féliciter en coulisses. Je me détestais. Et le pire, c'était que j'étais presque toujours honteuse de jouer dans les pièces que je jouais. Surtout en été. Alors regarde Alain. Et pourtant, j'ai eu de bons rôles, alors ne me regarde pas comme ça. C'est pas vraiment ça qui m'a écœurée. C'est plutôt que j'aurais été vraiment gênée si quelqu'un que je respectais, mes frères par exemple, était venu m'écouter prononcer certaines des répliques de mon rôle. Je m'étais mise à écrire à certaines personnes pour leur demander de ne pas venir m'écouter. C'est drôle parce que c'est censé être une jeune comédienne qui dit ça, mais il y a l'auteur qui passe à travers elle, qui casse la vitre parce qu'elle dit que le pire pour elle, c'était que quelqu'un vienne l'écouter prononcer certaines des répliques. Donc le pire pour elle, c'était écrire. Enfin, c'est ce qu'il a l'air de dire lui. Puisque c'était pas de dire n'importe quel rôle d'être sur scène, c'est pas le fait d'être sur scène, c'est le fait de prononcer ces mots-là. C'est ça qui est grave. Et quand il lui fait dire que elle se détestait, il exprime cette espèce de malaise qu'il existe toujours dans les coulisses après un spectacle où les gens sont tous très faux cul en général, parce qu'ils peuvent pas dire à un acteur t'étais mauvais, donc ils sont tous là à dire t'étais bon. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, on s'en fout. Personne
la valeur des mots là dans cet endroit-là, elle est nulle. Je veux dire dans les coulisses après le spectacle. Donc l'auteur, il n'existe pas, donc c'est peut-être pour ça qu'elle dit qu'elle se déteste. En tout cas, c'est triste ce moment-là, c'est vraiment atroce parce que on a la sensation que c'est un petit bout de bonne femme qui peut devenir une. Elle veut être actrice. Donc elle l'est, puisqu'elle veut l'être. Et puis elle se renferme dans sa coquille d'escargot d'ailleurs. Son copain, il mange des escargots. Par morale, parce avant même d'être née, elle sait que ce qui pourrait naître n'est pas en accord avec la morale mondiale. Donc elle s'étouffe, donc elle se suicide. Comme si l'égoïsme, c'était le pire des maux. Alors que l'égoïsme, c'est l'essence vitale du comédien. Enfin, moi, je la plains beaucoup. Parce qu'elle est à un moment, elle est comme en équilibre sur une lame de rasoir. D'un côté, elle continuera à vivre en étant morte de son désir, morte de son envie d'être comédienne. De l'autre côté, elle sera comédienne, mais en croyant tuer un côté bon d'elle, un côté social. Donc elle deviendra peut-être une comédienne hystérique, enfin folle, comme on peut les voir de l'extérieur. Puis si elle reste là où elle est, elle se fera couper en deux. Il y aura beaucoup de sang. Et lui, Salinger, j'ai entendu dire qu'il jamais n'acceptait de parler à des... J'imagine qu'il parle à des amis, mais pas à des gens extérieurs à lui, qui ne s'exprimaient jamais avec un journaliste, par exemple. Je trouve que c'est la manière la plus géniale d'être un artiste aujourd'hui. Je ne sais pas comment il fait, mais peut-être cette comédienne-là, elle deviendra une comédienne qui vit sans jamais parler à personne en dehors du plateau. Elle sort de scène, elle n'existe plus, elle n'est plus comédienne. Lui, il écrit, il ferme son livre et il disparaît dans sa coquille d'escargot. Enfin, heureusement qu'il existe un artiste comme ça. Jérôme David Salinger est né le 1er janvier 1919 à New York City. Il est le fils de Saul et Miriam Jilish Salinger et le frère de Doris Salinger. Sa mère est catholique irlandaise d'origine, son père juif polonais. En 1930, pendant les vacances d'été, il est élu l'acteur le plus populaire du camp Wigwam à Harrison, dans le Maine. En 1932, il est inscrit à l'école McBarney à Manhattan. En 1934, il est inscrit à l'Académie militaire de Valley Forge, en Pennsylvanie. En 1935, il est le rédacteur du journal de cette académie. En juin 1936, il sort breveté de l'Académie militaire de Valley Forge. 1937-38, il suit les cours d'été à l'Université de New York, séjourne brièvement à Vienne et en Pologne, revient aux États-Unis. 1939 suit les cours d'écriture de nouvelles donnés par Whit Burnett à l'Université de Columbia. En 1940, il publie sa première nouvelle dans la revue de Burnett. D'autres publications suivront dans Collier's et le Saturday Evening Post. En 1941, il est animateur sur le paquebot Kungsholm. En 1943, il est incorporé dans le service du contre-espionnage de l'armée américaine. En 1944, il suit un entraînement dans le Devonshire en Angleterre. Débarque en France à Utah Beach le 6 juin avec la 4e division de l'armée américaine. Participe à 5 campagnes en Europe comme agent de renseignement pour le 12e régiment d'infanterie. Libération de Paris. Rencontre Hemingway. Campagne des Ardennes, bataille du Luxembourg, jusqu'en Allemagne où il épouse une Française.
il est réformé en novembre 1945. De retour à New York, il se sépare presque aussitôt de son épouse. Leur mariage aura duré 8 mois. Il publie des nouvelles dans Saturday Evening Post, Story, Esquire, Collier's, Mademoiselle, Cosmopolitan. En 1948, il obtient un contrat avec la revue New Yorker après la publication de A Perfect Day for Banana Fish, un jour rêvé pour le poisson banane. The Catcher in the Rye, l'attrape-cœur, est publié en juillet 1951. Ce sera un énorme succès d'édition. Un des 25 livres les plus vendus parus aux États-Unis depuis 1895. Salinger se montre dès cette époque très réticent à toute publicité autour de sa personne. En 1953, il s'installe à Cornish, dans le New Hampshire. Publication d'un recueil de 9 nouvelles. En 1955, il épouse Claire Douglas. Sa fille Margaret Ann naît en décembre. Son fils Matthew naîtra en février 1960. Il est aujourd'hui acteur. Has it caused some difficulty for someone like your father who will just soon be private, the exposure that you inevitably are going to bring on both your parents? No, I don't think so, because I make a point of not really talking about his life because that's not my, it's not my place to talk about really. He's made the decision not to talk about it himself, and he doesn't worry about me talking about my own life. I don't think. Again, it's my own life. Après avoir été publié par le New Yorker dans les années précédentes, Franny and Zoe paraîtra en 1961 et en 1963 dans un même recueil, Raise High the Roof Beam Carpenters et Seymour An Introduction, Dresser haut la poutre maîtresse charpentier et Seymour une introduction. Depuis, rien. Ni publication, ni signe personnel d'aucune sorte. Reporters et chasseurs d'images rentrent bredouilles de leurs nombreuses expéditions. Les magazines à grand tirage en sont pour leurs frais réduits à la publication de vagues rumeurs illustrées de photos montrant la même boîte à lettres, la même clôture, au mieux une haute silhouette entre les arbres. On one occasion I was called to the house and there was an individual in the area. He was trying to find Mr. Salinger. And he was advised that Mr. Salinger did not want him there. He was on Mr. Salinger's property, and that if he returned or did not leave immediately, that he would be charged with criminal trespass. Un témoignage datant du début des années 50 évoque une présence extraordinaire, un homme très grand, comme auréolé d'ombre, un visage semblable à ceux des peintures du Gréco. Un autre plus récent décrit Salinger âgé de 68 ans comme un homme remarquablement bien conservé, quoique légèrement dur d'oreilles, bien habillé, d'allure sportive, cheveux grisonnants, visage austère, apparence plus d'un homme d'affaires que d'un écrivain. Salinger a maintenant 77 ans. Ces photos sont, paraît-il, les dernières à l'avoir surpris. Elles vous disent quoi, à vous, aujourd'hui, ces photos? Well, they say lots of things. I think one or two reviewers who reviewed my book in England, that picture was printed alongside the review, and the reviewers made the point that if it hadn't been for me, Salinger wouldn't be subject to these new indignities. So there was a direct link portrayed between my book and his anger, and that seems to me legitimate. There probably is or was a direct link, that in some way I had brought him that moment, and so that doesn't make me feel too cheerful. Another private thing or personal thing that struck me about that picture is that Salinger looks exactly like my father. Quite extraordinarily so. My father died when I was 13. And in fact, I showed that picture to my mother, who knew nothing of Salinger, and said, "Who's this a picture of?" And she said, "It looks like Daddy." So that was a chilling moment for me. And yet at the same time, a strangely sort of reassuring moment that there had been something,
in me or in my past that had led me to this moment. But this is fanciful, I guess. Vous êtes vous-même écrivain, essayiste, poète. Qu'est-ce qui vous a amené, en 1983, à décider d'écrire une biographie de Salinger? One day my 16-year-old son came back from school and said that he'd just read this wonderful book. And my 16-year-old son very rarely came back from school and said he'd read any book, let alone a wonderful book. So I said, oh yeah, what's that? Expecting it to be some trash, you see. And in fact, it was The Catcher in the Rye. And I thought, how extraordinary, but I mean, I had been at that age when I'd first read it, and here he was, arriving at it with no prompting from me at all. He'd come upon it, and we then began I began reminiscing about the book, you know, and Stradlater and Ackley and all that stuff, and laughing over the well-known bits of it. And it was rather a nice moment, and then he said, well, who is J.D. Salinger? And of course, I hadn't really thought about J.D. Salinger for maybe 15, 20 years. And I mean, the book had remained with me, but I hadn't greatly liked his later work. Certainly, I hadn't liked it as much as I'd liked The Catcher in the Rye. And so I'd sort of lost touch with him. He wasn't part of my sort of literary landscape particularly. Although, you know, it was quite clear that the old affection was still in place when I had this conversation with my son. But I then said, well, I really don't know very much about him. And I then started poking around to try and find out a bit about him. And then I got to wondering, you know, sort of who is he? You know, sort of where is he? Why is he doing what he's doing and so on? He gave out various pieces of information about himself and about his life, none of which were true. They were all false. He said he lived in Westport with his dog and so on, but he never lived in Westport. And as far as anybody knew, he at that point didn't have a dog. So he was playing. Was he playing or wasn't he playing? And the character in the later Glass books called Buddy Glass, who is quite clearly based on Salinger. He's a best-selling author who's written a book which has had a huge success with adolescents and so on. He is now being pursued by sort of fans who he doesn't want to come near him, and yet at the same time he does, and so on. And again, with all delivered in this sort of chatty, chummy, sociable sort of, and yet sort of rather sort of tricky sort of way. So I thought maybe Salinger is sort of there in his tent or cave or wherever he is, sort of wanting somebody to engage with him in this sport, this game. In other words, somebody to respond to it. And then I thought, what if the biographer sort of became a sort of character in a narrative in which his researches, his failures, his you know, dead ends and so on, became part of the story. I wrote various versions of the book, some more playful than others. And what they all had in common was that they were very thin on information, on facts. I'd found out very little. Then, by chance, somebody told me that there were some letters of Salinger's in an American library. And I then sort of, and I thought this can't be so, because there have been many, many articles about Salinger, school study books about Salinger. Surely if there were letters in libraries that, you know, scholars would know about them, literary academics would have, you know, got onto them long ago. But there were, at Princeton, letters relating to Salinger's dealings with an early short story magazine and so on. And they were in the files of Short Story magazine. They weren't sort of under Salinger and so on. But so I went and looked at those, and they were extremely interesting and so on. But I also got talking to the librarian, who said, oh, well, there are Salinger letters all over the place. You know, and sort of I'm surprised nobody sort of knows it. He then gave me a book that tells you where the holdings for every American author are. And it turned out there were sort of 30 letters in Texas and sort of 25 somewhere else and so on and so forth. And so I went off and sort of read them and took notes of them. And suddenly I was possessed of quite a lot of information. Then I wrote to his publisher in London, who sort of amazingly to me handed over a whole file of not just photocopies, but the originals of Salinger's letters.
So suddenly, from having nothing, I had this abundance of material. And of course, the publisher was, by that stage, delighted and encouraged me to, in a way, sort of abandon this earlier jokey sort of tour de force thing that I'd been planning. Because here he had the whiff, the scent of a genuine biography, a biography that really had some information in it and so on. And so that was the biography that I sort of then wrote, you know, sort of, so it was pretty straightforward. It had all this stuff. It still wasn't that sort of rich in material, I have to say. But it did have the merit of having these letters. It had Salinger's voice in it, somewhat too extensively, as it turned out, because when Salinger saw a proof of this earlier biography, which had gone through the lawyers and, you know, been vetted and checked and all the rest of it, and was reckoned to be okay on that front, when he somehow got hold of a proof, somebody sent him one, he took out this sort of legal injunction, an injunction to stop publication of the book, on the grounds that it had infringed his copyright in those letters that I had quoted and so on. And so the publisher didn't seem too worried, because he thought, oh well, you know, in order to fight this lawsuit, Salinger will have to come to New York and give a deposition. And in other words, an interview with the lawyer. He didn't give interviews. So it was pretty clear that you know, he would probably back off, was the general thinking and so on. But just to keep him happy, why not sort of cut down the quotations and paraphrase some bits and quote other bits and so on. So a whole new version of the book was then done, which it was hoped would placate him. He didn't like that either. He thought that was still infringing his copyright, and he was prepared to come to New York, and he was prepared to give a deposition. He was prepared to sort of do anything, it would seem, however out of character, to stop this book. And so it indeed transpired that he did come down, gave a deposition, and there was then, I think, a New York court found for the book. And Salinger appealed and won the appeal. So I decided I would try and write some kind of book that had as much as I was allowed to have of the original, and yet was also an account of the whole business, you know, from its beginning to this point and so on. And that's the book that eventually did get written. Certaines têtes, certaines couleurs, certaines textures de cheveux humains me laissent des marques permanentes, d'autres choses aussi. Charlotte un jour s'enfuit loin de moi, sortie du studio en courant, et je l'attrapais par sa robe pour l'arrêter, pour la retenir à mes côtés. Elle avait une robe de coton jaune que j'aimais beaucoup parce qu'elle était trop longue pour elle. J'ai toujours une marque jaune citron sur ma paume droite. Oh mon Dieu, si ce que j'ai porte quelques noms savants, c'est que je suis un paranoïaque à l'envers. Je soupçonne les autres de faire des complots pour me rendre heureux. The book came out in this form and so on. And I was in Boston, and for some reason or another, and with a friend who suggested, and we sort of took a drive out to that part of the world, you know, sort of New Hampshire, beautiful, you know, so. And I'd never been, so we did. Of course, secretly I thought, is this drive taking me to Cornish, you see? Surely not. But it did, amazingly. And there I was, sort of standing on the covered way, the covered bridge, and so on. And I found that my sharpest feeling was panic, that what if Salinger sort of would suddenly come by with his groceries and stop and sort of, you're the biographer, and sort of, you're the man who's given me all this sort of trouble for these last 2 years. And so I had become the quarry, and he had become, in my mind, the hunter. And so it was a complete reverse of the original sort of notion I'd had of what it would be like if I went there. And I got out of town as fast as I could so that this wouldn't happen. Curious. C'est drôle. Faut jamais rien raconter à personne. Si on le fait, tout le monde se met à vous manquer.